Alors, je vais, avant d'ouvrir le débat, introduire trois petites notions sur lesquelles il me semblerait intéressant de revenir, qui croisent un peu les trois intervenants, et qui reprennent aussi une question qui a été posée dans le chat par Héloïse Vial. Hein. Est-ce que l'œuvre ne serait tout d'un coup plus produite par le spectateur? Si, bien évidemment, ça n'a pas changé, sauf que dans le contexte, dans les contextes qu'on a pu présenter aujourd'hui, bien évidemment, le regardeur coproduit toujours l'œuvre, mais il y a une question nouvelle qui se pose, me semble-t-il, qui est celle du partage de ce regard, un partage du sensible un peu renouvelé, puisque d'abord, on n'est plus du tout, me semble-t-il, dans une relation individuelle, un peu sacralisée à l'œuvre d'art. On est vraiment dans une projection d'un commun qui doit se reconnaître dans un objet ou dans un dispositif dont il faut prendre soin. Julie nous l'a rappelé. Donc finalement, c'est cette question du partage. Alors, partage du sensible, ça c'est clair, nous sommes toujours dans ces questions de Rancière, mais on est aussi dans un partage de savoir. Pourquoi? Parce que la production de l'œuvre, si on garde ce terme, mais il est de moins en moins bien adapté, mais disons que le processus de production collective, disons d'une activité ou d'un dispositif artistique, mérite du temps. C'est ce que nous venons de voir, particulièrement avec les nouveaux commanditaires. Hein. Avec Katia, c'est apparu très évident qu'il faut du temps. Pourquoi faut-il du temps? Parce que précisément, il ne s'agit pas seulement de partager une sorte de jouissance qui viendrait de l'œuvre, il s'agit de prendre le temps de construire ce désir commun. Et donc, ça demande souvent, d'ailleurs, des savoirs, des connaissances, des compétences. Alors, trois termes qui, chez moi, sont très différents. Hein. La connaissance, justement, est plutôt d'un niveau individuel. Elle s'objective, elle peut se formaliser, elle peut se publier. Mais pour produire du savoir, il faut pouvoir échanger ces connaissances, pouvoir confronter finalement ces connaissances. C'est finalement le savoir est le produit de connaissances partagées. Et quand je dis savoir, on l'a vu aussi à travers les trois intervenants, ça peut être, c'est loin d'être des savoirs théoriques, même si à l'intérieur de ces projets de recherche participative, il peut y avoir des scientifiques qui effectivement vont développer des savoirs théoriques, mais on a bien souvent affaire à des savoirs pratiques, des savoir-faire, comme on dit, ou même des savoir-vivre. Et là-dessus, donc, je reviendrai sur une première question donc, qui a traversé les interventions, c'est la question, donc, la question qu'on pourrait appeler politique. Puisque finalement, lorsqu'on parle d'un habité ensemble avec Julie, ou d'un partage, d'un nouveau regard sur le vivant avec Olivier, ou dans tous les projets qu'a présenté Katia, il y a une question politique au sens fondamental du terme. Alors peut-être aussi d'abord sur le plan historique. Hein, Barbara nous a rappelé les fondements historiques de tous ces projets, ces projets artistiques participatifs. Il est évident que nous ne sommes plus à l'époque de Joseph Beuys, c'est-à-dire à une époque où tout engagement artistique était à haute valeur politique, au sens idéologique du terme, hein, souvent. Chez Beuys, c'est un engagement fort pour, par exemple, les Grünen, les Verts en Allemagne. Mais cette question politique, qui aujourd'hui semble un petit peu taboue, c'est une des premières interrogations que je me suis
posé à moi-même, hein, c'est de savoir si elle était toujours présente. Et donc, ce sera un premier jeu de questions que j'engagerai peut-être d'abord à Julie, puis Olivier et Katia. Est-ce que ces questions politiques, au sens de l'engagement collectif, sont encore présentes aujourd'hui, à une époque où on nous parle de la fin alors peut-être la fin des idéologies, mais en tout cas une sorte de fin du politique. Donc ça, c'est la première question que je me suis posée à la suite de Joseph Beuys et des premières expériences de sculpture sociale, comme il l'avait appelé, où finalement il y avait une vraie co-conception de l'œuvre autour de l'artiste et avec son impulsion. La deuxième question que je me suis posée en vous écoutant, c'est plus une question épistémologique, enfin une question de comment on produit ce fameux savoir collectif, cette production de savoir et de sensible. Et là, donc, la question du dispositif revient vraiment fortement dans toutes les trois présentations. Peut-être aussi celle d'une approche très pragmatique. Hein. On n'est pas dans une réflexion, encore que peut-être chez les nouveaux commanditaires, il y a peut-être très en amont une réflexion très théorique, mais on est souvent dans vraiment une approche très pragmatique, à la John Dewey, on pourrait dire, hein, où il s'agit finalement de faire œuvre et de vivre d'abord une expérience collective et ensuite peut-être de passer à la réflexivité, à la formalisation, à la publication. Bon, première question sur l'épistémologie et toujours dans cette question épistémologique, de savoir si la question du problème, tel qu'on la trouve chez Dewey, bien sûr, mais aussi chez Simondon, est-elle toujours un point de départ? Pour moi, ça paraît absolument indispensable, c'est-à-dire, est-ce que ce projet de recherche participative va répondre à un problème? Problème social, problème écologique, on l'a vu avec Julie, problème économique, problème d'insertion, problème de violence, peut-être. Donc, voilà. Cette question pragmatique, elle a dit oui, est liée à répondre, à résoudre un problème. Hein. Simondon appelle ça dans un livre, d'ailleurs, qui porte ce nom-là, la résolution de problèmes, avec des phases d'analyse, des phases de synthèse, qui sont très formalisées chez lui, mais donc qu'on peut retrouver dans certains projets de recherche culturelle participative. Donc ça, c'est la deuxième type de question, plus sur la méthode, finalement. Et enfin, une troisième type de question qui me semble, qui peut-être plutôt dans une forme de finalité, de visée des trois types de présentations que nous avons eues, qui est la question de la reconnaissance, ou la question même de la rémunération, ou la question économique, disons, de manière très générale, de ces projets. Et là, ça m'intéressera beaucoup de questionner les intervenants sur la manière dont ces projets sont construits d'abord financièrement. Est-ce qu'on est toujours dans un mode de commande publique? Est-ce qu'on est dans un mode d'appel à projet, qui est quand même un modèle très dominant aujourd'hui? Est-ce que ces modèles-là ne prédéfinissent pas, ne standardisent pas finalement des réponses à tel point qu'on pourrait perdre finalement cette envie de commun qu'on a vu dans les trois présentations aujourd'hui? Donc je dirais, comment peut-on faire un peu une critique des modèles de l'appel à projet, une critique du mode par projet finalement. Alors ça voudrait dire quoi faire? Revenir à un modèle purement scientifique, c'est-à-dire
le modèle où le chercheur est totalement libre et échappe aux appels à projets, mais on sait très bien que ce n'est plus du tout le cas et que tous les chercheurs passent beaucoup de temps à répondre à des appels à projets. Ils le regrettent et ils s'en plaignent, mais c'est un modèle qui s'est aussi systématisé dans le champ de la recherche scientifique. Est-ce que ce modèle donc, peut être dépassé pour les projets de recherche participative tels qu'on les a vus aujourd'hui? Et comment? Alors, sûrement dans des procédures hybrides, hein, c'est-à-dire, on l'a vu dans certains projets, avec Julie de Meur, par exemple, les processus d'insertion ou des processus où, finalement, les gens qui participent à ces projets vont y trouver un intérêt. Parce que, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'intérêt que les gens vont trouver à participer à ces projets. Alors, intérêt d'abord sensible, intérêt intellectuel, intérêt scientifique, ça c'est évident, mais il faut aussi y trouver un intérêt pour construire sa vie. Construire sa vie, ça veut dire construire ses conditions d'existence, c'est-à-dire ses conditions de rémunération. Alors, peut-être pas directement, mais comment la participation à ce type de projet va finalement me permettre de développer des savoirs qui seront valorisés ou développés ailleurs, dans le cadre de la commune, dans le cadre de services sociaux associés au projet. Donc finalement, on est obligé de dézoomer un petit peu par rapport à tous ces projets. Il ne faut pas regarder le modèle économique strictement attaché au projet, parce qu'il n'existe pas la plupart du temps. Par contre, il y a des tas de modèles économiques, j'en suis persuadé, qui sont corrélatifs à ces projets. Il y a des sortes de réticulation et de mise en valeur territoriale qui nécessitent de dézoomer un peu et de voir quelles sont les interactions, ce qu'on appelle les externalités positives en économie, entre ces projets ou autour de ces projets. Donc, sur la question économique, ça m'intéresserait donc d'avoir un peu votre avis à tous les trois, pour éventuellement aussi éclairer ma propre lanterne, puisque à l'Institut de recherche et d'innovation que je dirige au Centre Pompidou, nous travaillons surtout sur ce qu'on appelle la recherche contributive, qui est attachée à un modèle d'économie contributive où précisément on essaie de trouver les moyens de faire en sorte que, en dehors de l'emploi, mais articulé à l'emploi, les personnes puissent être soutenues par un revenu contributif pourquoi faire? Pour développer leur savoir de manière tout à fait libre dans ces projets, développer leur expérience, développer ce que Amartya Sen appelle un pouvoir d'agir. Et à partir de là, les soutenir dans cette démarche, dans la mesure où elle est productive de valeur économique, pas forcément dans le projet où ils sont volontaires, où ils sont libres de participer, mais dans des projets reliés, des projets en intermittence. On s'inspire beaucoup du modèle des intermittents du spectacle à ce niveau-là, c'est-à-dire où finalement l'artiste, lorsqu'il n'est pas employé, est libre de développer son savoir dans les périodes où justement il est soutenu par l'allocation du régime des intermittents. Donc cette intermittence-là me semble très intéressante et je voulais savoir si elle existe. Elle existe sûrement sous des formes très très différentes, des chômeurs, des retraités. Tous ces gens-là ont des modalités de rémunération, plus ou moins précaires, bien sûr, mais elles existent. Sinon, on ne peut pas raisonnablement inciter la population à rentrer dans ces projets-là. Il faut bien évidemment qu'il y ait toujours, quelque part, je ne sais pas, des modalités familiales, des modalités collectives, des comités de soutien, des associations, des collectifs qui doivent exister pour pouvoir continuer à développer ce type de projet. Donc voilà, c'est les trois types de questions que je me pose, hein, questions politiques aujourd'hui, questions épistémologiques sur la méthode et questions économiques sur
la manière de vivre avec pas forcément dans ces projets, mais avec ces projets. Comment ces projets vont finalement capaciter la personne, la relancer peut-être sur le plan économique, indirectement. Donc peut-être Julie, je vous interroge en premier sur ces 3 questions. La première, oui, sur la question politique, ça m'intéressait de voir s'il y avait une forme d'engagement politique dans la participation à ces projets que vous nous avez présentés. Et puis donc sur la méthode et sur l'aspect économique, si vous avez aussi des retours à nous faire sur ce plan. Je me permets Sur le premier aspect, bon, d'abord, il y a quand même quelque chose de très intime sur ce qu'on peut engager dans ces notions-là. Donc, je peux témoigner à mon propos, mais pour moi, il y a 2 choses. Il y a d'abord ce choix ou cette nécessité, parce que je pense que la plupart d'entre nous, c'est pour ça que je ne peux pas parler au nom de tous, mais il me semble quand même, pour les échanges qu'on a eu entre nous, que ce soit du côté des habitants ou des artistes, que ce qui nous réunit dans ces actions-là, dans ces processus-là, dans ces mutualisations-là, y compris de nos propres précarités, puisqu'on est tous très précaires, mais en fait, en les mutualisant, on se rend compte que, mine de rien, ça a une certaine envergure si on les tisse ensemble. Et que ça nous donnait, que c'était une nécessité pour retrouver une capacité à habiter. Et quand je dis une capacité, à Marseille, on est quand même beaucoup dans le mode survie. Je vois certains qui sourissent pour ceux qui. Et donc, la lisière, du moment où vous subissez ça, ou du moment où vous en tirez une certaine forme de capacité, voire de puissance, parce que vous avez un peu plus qu'ailleurs musclé vos capacités à inventer par vous-même. Bon, voilà, la lisière mais c'est une ville qui vous amène un peu à réfléchir à ça. C'est quoi votre puissance quand vous pouvez pas être un consommateur. C'est une ville où souvent, en fait, même quand on voudrait être un bon consommateur, en fait, on n'y arrive pas, ça marche pas. Il y a énormément de dysfonctionnements. La réalité des inégalités territoriales, sociales, est telle qu'elle vous saute à la gueule en permanence. Donc, il y a plein de choses qui font des effets de rupture et de fragmentation qui vous rattrapent et qui peuvent soit vous mettre à terre, soit vous obliger à justement vous recomposer avec ce qui est là pour vous dire à quel moment, et c'est là où quelque part pour moi ça relève du politique, parce que ça oblige à se questionner, alors toutes les questions sont liées, ça oblige justement à interroger la notion au vivant et à la relation pour recomposer et prendre place avec la question aussi de tous ceux qui ont du mal à prendre place. Et pour ça, donc pour moi, là, derrière le mot que je disais tout à l'heure, qui peut être un peu fourre-tout, cette question d'habiter, il y a quand même une question politique de départ. Je pense que c'est aussi une réponse indirecte à la question sur les appels d'offres, c'est que c'était une manière, là je parle plus pour les artistes, aussi de retrouver des capacités au temps long. Donc, économies de production qui ont tendance à vous-même vous découper en morceaux, en temporalité, en thématique, et que quelque part l'endroit où, alors certes, c'est comment utiliser l'intermittence dans la permanence. Et l'endroit où on est dans de la permanence, c'est justement là où on habite. On peut en tout cas travailler cette dimension-là, même quand on est dans l'intermittence d'un statut ou dans l'intermittence des modes de production qui font que vous devez sauter non seulement de territoire, mais en plus aujourd'hui avec toutes les nouvelles politiques territoriales, et à Marseille on n'est pas aidé, on vous dit une année il faut travailler sur le sport, une année sur ceci, une année sur... Enfin, vous devenez vraiment des prestataires d'une pseudo-politique culturelle territoriale, quoi. Et donc du coup à un moment s'attacher à des objets ou à des sujets territoriaux, alors nous c'est ce qu'on a appelé des zones à ménager. C'est une manière pour nous d'avoir une narration qui nous permet de nous autoriser à justement, avec la légitimité d'habiter là en fait, de construire des temporalités et des modèles économiques contributoires un peu différents. Et ce qui va du coup avec ça, toujours en lien avec la question politique, mais après les dispositifs et l'économie en découlent, je crois que pour nous, un des trucs qui nous met du coup, dont on sent que ça nous met en capacité, en puissance de quelque chose, qui va in fine peut-être nous permettre d'agir, c'est l'imaginaire. C'est recomposer cette histoire de recomposer nos imaginaires dans des situations
désespérantes qui peuvent qui peuvent clore toute capacité à projeter et à motiver une action. Et donc cette fabrication de savoir à partir du partage des connaissances, tout en s'autorisant d'y mettre le sensible, participe à recomposer des formes d'imaginaire qui nous remotivent en fait. Enfin, souvent, sur les habitants dans nos communautés, on a un petit mot pour dire quand vous êtes quoi, ils disent habitants motivés. Donc on se muscle collectivement nos capacités à se motiver, la motivation, quoi. Et mais peut-être je vais laisser, peut-être on peut. Oui, merci Julie. Oui, bon, ça confirme. Alors, ça répond aussi partiellement à une question qui est apparue dans le chat sur peut-être une forme de conditionnement à la participation ou qui éloignerait ces participants alors peut-être d'une forme de relation à l'art un peu idéalisée, à mon avis, hein, mais je crois que c'était bien, Julie, que vous rappeliez les conditions aussi de vie des gens qui participent à ces projets, qui sont très éloignés de la relation à l'art académique que nous avons, peut-être nous ici, autour de ce Zoom, en tête. On est dans une relation très, 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 très différente, et donc très nouvelle, parfois très précaire. Donc, voilà, je pense que c'était bien de rappeler. Peut-être qu'Olivier, tu peux compléter sur ces trois questions, politiques, méthodologiques et économiques. Comment tu le vis, comment tu le rencontres dans un territoire très, très éprouvé, hein, comme Marseille, hein. Là, on a parlé des quartiers nord de Marseille, mais les quartiers chauds de Saint-Denis, c'est également... Mais avant d'être chauds, ils sont habités, les quartiers. Et pour le coup, ce sont déjà des territoires où c'est par la relation qu'on résiste aussi, hein. C'est parce que ça s'établit dans la façon de faire son marché, d'avoir construit des solidarités vitales, que c'est un territoire vivant, malgré tout. Voilà. Et que lorsque le Covid amplifie ce scénario-là, on se rend compte que la vérité des existences aussi, quoi, elle est exacerbée. Donc dans les difficultés, mais dans les solutions. Donc, moi, évidemment que la diversité, c'est une chance, même si à un moment, on a le sentiment que certains pourraient considérer ça comme une difficulté, cette biodiversité culturelle. Moi, je considère que c'est évidemment un atout formidable. Lorsque Éluard disait qu'elle disait l'avenir, hein, finalement, une ville comme Saint-Denis, c'est peut-être ce qui est en train de se faire. Alors, tout est exacerbé, les difficultés aussi. Tout à l'heure, Julie parlait du temps long, en fait, c'est essentiel dans nos sujets aussi artistiques. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'on voit vraiment toute la limite des propositions événementielles qui nous sont faites, hein, que l'on considère effectivement l'artiste ou pas comme un prestataire de service dans quelque chose qui serait une mission à court terme. C'est pas le temps événementiel qui nous intéresse, c'est même pas des fois le calendrier culturel qui nous intéresse, mais là aujourd'hui, on a finalement, même avec l'intermédiaire des abeilles, le temps biologique qui pour nous est un facteur facilitant sur le temps long. Et ce qui est aussi le temps de la transformation d'un quartier, le temps d'une reconnaissance, d'une appropriation, de quelque chose qui serait un vocabulaire commun, où à un moment il s'inventerait quelque chose, quoi. Ce que je découvre en fait dans la façon qu'on a d'avancer finalement, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment les gens d'un quartier ont envie de prendre part à un projet. Je me rends compte qu'en fait il faut que l'on garde à chaque fois les questions ouvertes. Et que dans nos projets, il faut finalement déterminer un indéfini à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout est cloisonné dans quelque chose qui serait un objectif déjà déterminé, ça voudrait dire que dans l'art de l'inquestion, on a oublié la question de partager la question, parce qu'en fait, elle est rarement unique, quoi. C'est un ensemble de questions, et la première question en déclenchant une autre, moi, finalement, je le vois par l'expérience des abeilles, je me posais la question de savoir si une abeille pouvait survivre à la ville, finalement. Et de cette première question, elle a répondu à sa façon d'abeille, mais cette première question en a créé une autre, et donc, c'était même finalement tellement généreux que je pouvais pas garder ça pour moi, et d'où l'envie de partager ces questions avec quelque chose qui ressemble plus à un collectif qu'à une pratique artistique. Donc, c'est comme ça que le Parti poétique est né. Peut-être que dans la façon du coup de mettre en place nos projets
sans que l'on ait à dire qu'il soit participatif, parce que déjà, finalement, on rentre dans quelque chose qui serait presque des fois une sorte de démagogie participative, qui serait un habillage un peu packagé, qui rendrait l'artiste médiateur de projets que des fois les collectivités n'arrivent pas à porter, et à voir, par exemple, comment les associations elles-mêmes à but non lucratif répondent à quelque chose qui n'a pas de prix, mais qui a énormément de valeur dans les quartiers, dans le tissu humain, dans le tissu urbain. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment finalement voilà, l'artiste pourrait être à un moment le déclencheur de questions qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Et puis finalement, de voir comment lui-même il se met en situation de laisser les autres se politiser et de regarder comment on arrive à non pas forcément créer un universel de la question, mais regarder comment les disciplines se croisent. Alors moi, tu parlais tout à l'heure de la dimension politique de nos pratiques. C'est complexe de porter un lieu, de créer un lieu, de le définir, de le réaliser aussi, mais à un moment, ces lieux nous portent. Et lorsqu'on combine la géographie et le temps je dis ça parce qu'on a du coup un bail de 25 ans sur l'occupation de la ferme à Saint-Denis, donc pour zones sensibles, ce temps de la transformation, il invite à faire en sorte qu'on puisse accompagner les questions. Et donc, c'est du coup à travers la ferme que moi je considère être comme peut-être l'espace politique des temps futurs, parce que finalement, la ferme, elle convoque tout un tas de questions qui n'appartiennent pas uniquement au Centre d'art contemporain, mais qui peuvent relever de pratiques qui invitent d'autres artistes et d'autres pratiques artistiques. Dans ces définitions-là, moi je passe par l'alimentation, par exemple. Je considère que parce que l'alimentation est un fait culturel ne connaissent pas dans le discours des artistes qui est des fois porté à l'intérieur des centres d'art, et pour autant, ils sont concernés par tout un tas de questions. Et de la même façon qu'on peut à un moment se connecter et se relier à des préoccupations liées à la nature, alors qu'on est plutôt éloigné d'elle, sans jardin, sans possibilité de se relier à son corps défendant à la nature, l'alimentation, c'est un très beau moyen de relier à quelque chose qui est sensible, qui place autant l'artiste que le mangeur, que le producteur, et qui finalement nous lie au paysage. C'est parce qu'il y a une exactitude entre la qualité de ce que l'on met dans nos assiettes et la qualité du paysage et du monde dans lequel on aimerait vivre. Et donc voilà, je profite de ça pour ensuite finalement tisser des liens et voir comment un projet qui génère de l'indéfini pour faire en sorte qu'il finalement il puisse créer des appropriations, ils n'appartiennent pas uniquement à son déclencheur. Oui. Je pense que, et en fait, ce que tu viens d'exprimer répond en partie à une question de Patrick Pénicaud dans le chat sur finalement comment est-ce qu'on peut intéresser sur le fond des gens pour qui finalement le ressort culturel n'est plus vraiment le bon terme finalement. Il y a d'abord un vivre ensemble qu'il faut arriver à créer. Alors, je m'adresse à Katia parce que dans ce que vous avez présenté, Katia, dans les exemples, notamment ce qui m'a beaucoup frappé, c'est des exemples en entreprise ou à l'hôpital ou dans des écoles. Finalement, parce qu'on voit bien que c'est dans l'environnement de travail, en tout cas dans ce que vous avez présenté, c'était très directement lié à l'environnement de travail. J'ai trouvé ça très intéressant que ce soit dans l'environnement de travail parce que pour moi, nous avons tous besoin de respirer, c'est-à-dire chez Stigler de vivre une sorte d'intermittence, il appelle intermittence noétique, entre des processus où nous faisons ce qu'on nous dit de faire, c'est-à-dire nous sommes subordonnés, nous sommes attachés à remplir des tâches, c'est le propre de l'emploi, qui est défini par la subordination. Et il y a d'autres moments où nous avons besoin de ne pas être subordonnés, nous avons besoin d'être libres, nous avons besoin de pouvoir créer, de pouvoir imaginer. Il n'est pas question de dire qu'on serait capable d'aller vers la société des loisirs, où on serait 100% du temps en liberté et en capacité d'imaginer et de créer. Même un artiste, il est ce que nous appelons à l'IRI prolétarisé, c'est-à-dire que de temps en temps, il fait des tâches automatiques. Forcément, nous sommes tous soumis à cette intermittence-là entre de l'automatique et du non-automatique, du calculable et de l'incalculable, comme disait Stigler, ou entre des périodes d'emploi et de hors-emploi.
que nous, à l'IRI, nous appelons du travail au sens vrai du terme. C'est-à-dire le travail étant précisément presque l'inverse de l'emploi. Donc, cette intermittence, Katia, je voulais vous interroger sur les gens, là, ces infirmiers, ces gens qui sont dans l'entreprise, finalement. Est-ce que c'est quelque part ça qu'ils recherchent, c'est-à-dire une petite fenêtre dans leur quotidien de subordination, de pouvoir donner finalement une espèce de qualité à leur environnement de travail, de possibilité de rêver, de désirer et de partager aussi des projections communes. J'ai un peu senti ça, mais je voulais avoir confirmation de votre part, parce que pour moi, c'est un ressort très important de la recherche que moi j'appelle contributive. Donc aujourd'hui, on parle de recherche participative, mais je voulais vous interroger, Katia, sur est-ce que vous l'avez senti dans certains projets, cette volonté d'intégrer à son environnement de travail cette ouverture, au sens où une œuvre, c'est d'abord quelque chose qui ouvre, justement. Hein, c'est propre d'abord de l'œuvre, c'est de capacité à ouvrir. Donc je vous interroge là-dessus, Katia. Alors, ce qu'il fallait surtout vérifier en amont, il y avait plusieurs choses. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans des endroits, alors je ne dirais pas l'école, parce que l'école, on était dans un contexte déjà, bon, ce n'était pas une école énorme, il y avait vraiment une volonté déjà de la part des maîtresses de vraiment s'engager très fortement dans la démarche. À l'hôpital, bien qu'on s'appelle Fondation de France, on n'est pas chez nous. Donc, le jour où un des médecins a appelé pour dire le besoin qu'il avait à ce qu'un artiste intervienne, alors qu'il ne connaissait pas du tout le protocole des nouveaux commanditaires, ce qui était quand même assez insensé qu'il arrive au standard de la Fondation de France et que la standardiste ne l'envoie pas à la santé, mais qu'elle dise « Ah ben je vais vous envoyer chez mes camarades de la culture parce que c'est ça qui peut les intéresser », c'était déjà à se dire, il y avait une compréhension en interne dans la maison il y a quelques années, on était beaucoup moins nombreux, qui faisait que la première personne qui a été réceptacle de la demande a su passer au bon endroit. Ensuite, François Hertz a commencé à discuter, donc l'artiste qui a conçu ce protocole des nouveaux commanditaires avec ce médecin, pour pouvoir ensuite rentrer à l'hôpital, mais qui était de dire aussi qu'il fallait que lui, en qualité de personne imputée, prenne la responsabilité, mais qu'il ne s'agissait pas pour nous de rentrer comme ça catiminier, qu'il fallait absolument que l'hôpital soit quand même d'accord, parce que ça veut dire qu'on est sur le temps de travail, même s'il y a eu des temps hors travail, mais ça pose cette question, que vous posez très bien, le temps du travail, qui n'est pas le temps qui sera consacré. Et il fallait aussi que tout le monde soit d'accord par rapport à ça. Et ce qui a été intéressant dans la démarche, c'est que la directrice de l'époque de l'hôpital a décidé de se constituer en commanditaire, également avec le groupe, mais en comprenant bien qu'il ne s'agissait pas d'être dans un rapport de hiérarchie. Donc ça, c'est aussi toute la difficulté de faire comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous êtes co-commanditaire, et elle s'est révélée être une co-commanditaire remarquable parce qu'elle a été aussi très facilitatrice dans l'ensemble des services quand il fallait agir. Donc, elle a joué ce jeu de facilitateur qui était très important. Et puis, nous, très vite, on s'est rendu compte, les premières fois qu'on est allé dans cet endroit, on a bien vu, déjà, d'avoir une équipe qui s'appelle les garçons de l'amphithéâtre des morts. Moi, ça m'a interrogée.
parce que c'était quand même en nom. La salle s'appelait la salle des départs. Il y avait les garçons de l'amphithéâtre des morts. Il y a un moment, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Et il faut qu'on produise de la rencontre, de la discussion, qu'on comprenne qui ils sont, parce qu'on arrive chez eux, on n'est pas chez nous. Donc il y a toute cette question on fait connaissance, question de l'hospitalité de leur part. Et à un moment, en discutant, ils nous disent, et ça a été très frappant, on ne va pas déjeuner à la cafétéria avec les autres parce que nous sommes ceux qui nous occupons des morts. On dit, ok, d'accord, déjà ça. Et ensuite, tout le travail a été fait pour qu'ils puissent être complètement associés. Et ce n'était pas uniquement faire semblant qu'ils soient associés, parce qu'ils ont été les personnes qui nous ont véritablement expliqué ce qui se jouait dans cet endroit. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, on faisait une visite de chantier, parce que l'artiste est intervenu dans cette grande salle des départs et salle de reconnaissance des corps. Il y avait 2 salles de reconnaissance des corps. Et il y avait une niche dans une des salles. Et on fait une visite avec l'artiste sur le chantier. Et on arrive dans cette petite salle et on voit une plante en plastique verte dans la niche. Et puis, on se dit, bon. Et on demande, et là, Spalletti dit, en fait, il faut qu'on comprenne, hein, il était venu, il les avait rencontrés, mais lui travaille en Italie, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Et bien évidemment, c'est un des garçons, Fabrice, qui nous dit, en fait, parce que le chantier avait été phasé en deux phases. La première phase, c'était les salles de reconnaissance des corps pour voir si tout fonctionnait bien par rapport au projet. Il nous dit, ça fait 3 jours qu'une mère vient voir son fils et cette niche, c'est vide, il y a quelque chose qui manque et j'ai eu besoin de mettre quelque chose qui était cette plante verte en plastique. Et là, il y a eu ce très beau mot, parce qu'il y avait ce rapport de confiance, parce qu'on avait travaillé ensemble. Donc, il s'est senti autorisé à dire ça. Hein. Ce n'était pas le médecin ou le chef de service qui faisait aussi partie, c'était Fabrice, le garçon qui s'occupait des morts. Et l'artiste lui disant, écoutez, je vous remercie infiniment, je n'ai pas pensé mon travail jusqu'au bout. Donc, je vais rentrer et faire une proposition. Et là, ça a été ces très beaux vases en marbre qui ont été posés dans la niche et en des vases où, si des familles ou des proches souhaitaient, pouvaient mettre une fleur à l'intérieur de ça. Donc, j'ai un peu dévié par rapport à votre question, mais c'est aussi de montrer que ces gens-là, au sein de leur travail, donnent du temps en plus du temps qu'ils ont par ailleurs, hein, parce qu'il y a eu des réunions dans les heures de travail, puis on a des fois débordé également. Et puis tout ce processus a aussi permis, si vous voulez, le projet a duré 4 ans, hein, du début jusqu'à la fin. Une semaine avant la réception de l'ensemble de l'œuvre, j'arrive dans le bureau de ces garçons qui recevaient les familles, puis je leur dis, vous êtes montés en grade, vous avez un super bureau, c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe? Et puis ils me disent, c'est Madame Quesada qui a décidé que nous aussi, on aurait des très beaux bureaux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ces projets-là, à un moment, font qu'il y a des gens qui se mettent au travail ensemble, et qui fait que ça fait bouger quelque chose. Et le jour des présentations de tout le projet, en fait,
moi, j'ai dit aux garçons de salle, il faut absolument que vous soyez là pour recevoir les gens et que vous puissiez présenter l'ensemble du projet. Et en fait, ouais, puis, enfin, on pouvait totalement disparaître. Il y avait quelque chose qui s'était fait, mais ces 3 ans, c'est des rencontres, c'est des discussions, c'est quelque chose qui fait qu'on travaille ensemble et que chacun se nourrit l'un de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Oui. mais... Merci, Katia. Alors, il me reste une dizaine de minutes, 15 minutes peut-être, pour essayer de poser des questions qui sont importantes pour la recherche culturelle participative, qui est liée à la question de l'écriture. On a parlé de dispositifs, on a parlé de livrables, de rendus. Il me semble que si on veut vraiment arriver à progresser dans la définition un peu plus précise de cette question de la recherche culturelle participative, ça n'est pas fait, hein. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'avec Peter, Barbara, etc., nous travaillons sur cette question. C'est une question en construction. Il n'y a pas de réponse absolue sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas que la recherche culturelle participative. C'est à construire. Mais ce que nous savons, en tout cas ce que nous projetons, c'est que si on veut qu'il y ait recherche, il y a toujours recherche dans une création artistique. Mais si on veut qu'il y ait une recherche participative, encore une fois, je n'aime pas trop ce mot, mais disons qu'il y ait une recherche collective, une recherche partagée, c'est-à-dire du savoir, il faut des supports. Bon, là-dessus, je suis extrêmement simondonien ou stiglérien, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir, ou même il n'y a pas de sensible s'il n'y a pas d'écriture, c'est-à-dire de technique chez Stigler, hein, c'est-à-dire, disons-le clairement, la technique conditionne la pensée et le savoir. Donc, je voudrais réinterroger Julie, notamment parce qu'elle a insisté sur ces questions de publication, de rendu, mais essayer de lui demander s'il y aurait peut-être moyen de dépasser la figure classique du livrable, qui est très intéressante parce qu'elle montre, elle permet quoi? Elle permet pas juste de montrer, c'est pas de la com. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'un savoir s'appuie sur des connaissances, et des connaissances que l'on peut faire rentrer dans des publications, justement. Pourquoi? Pour que ces publications, qui finalement capitalisent et concrétisent un certain nombre de connaissances et d'expériences, elles puissent être à nouveau ouvertes pour ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles questions. C'est ça le propre du savoir, c'est le propre du livre. Hein, des livres, nous en avons tous, j'en ai un certain nombre derrière moi, comme vous le voyez. Le livre est un ensemble de connaissances qui ont vocation à être réouvertes, réinterrogées. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour chacun de vous, notamment Julie et Olivier plus particulièrement, comment est-ce que les processus d'écriture que vous imaginez ne sont pas juste des rendus, mais sont déclencheurs d'ouverture et d'action, action de recherche ou action de création, donc de manière beaucoup plus ouverte finalement, un peu en continu. Alors c'est peut-être impossible ce que je vous demande, c'est-à-dire d'imaginer des processus d'écriture en temps réel pratiquement. Mais peut-être, je ne sais pas, je vous interroge sur cette possibilité-là, d'une sorte d'écriture en temps réel. Est-ce que le sentier est en lui-même une écriture? Je ne sais pas, en laissant des petits cailloux sur son passage ou des marques, des formes d'écriture peut-être très, très, très éloignées de celles du livre, mais qui pourraient être à inventer pour qu'elles soient vraiment, non pas capitalistes, si je puis dire, au sens où on capitalise, mais des processus beaucoup plus vitaux finalement. Comme une plante finalement, ne se pose pas la question de stocker, elle se pose la question de grandir.
voyez ce que je veux dire? Voilà, donc Julie, peut-être vous avez évoqué un petit peu ces questions-là, mais ça m'intéresserait que vous reveniez sur ces points. Je peux prendre deux exemples. Et là, je vais prendre un peu mon autre casquette, Hôtel du Nord, parce que je pense que là, à ce niveau-là, on a presque plus réfléchi entre communautés habitantes là-dessus, dans l'autre sens, puisque à un moment, dans une communauté habitante, quand on construit nos explorations de territoire, qu'on produit nos enquêtes, derrière la question d'une restitution par un livrable ou par un artiste, en fait, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, s'il y en a un dans la bande qui, en l'occurrence, a des capacités à te proposer des formes parce qu'il est artiste ou parce que juste il est créatif, on l'accueille et ça fait partie des modes de contribution, mais je veux dire, on n'est pas pris dans une économie de production du projet de l'artiste, on est pris dans le processus qui part du besoin d'une communauté de voisinage pour X raisons de se mettre en travail ensemble et effectivement qui a besoin à un moment d'organiser sa pensée collective. Donc au fil du temps, on s'est inventé quand même des petites techniques. Et c'est vrai qu'il y en a une, alors c'est très chronophage, hein, je ne sais pas, c'est le problème après de ce qu'on disait, temps long, mais systématiquement, toute séance collective de travail fait objet de restitution collective, donc d'écriture. Mais l'écriture est ni portée forcément par le facilitateur, puisque là en l'occurrence il n'y en a pas, on l'est tous, ni par l'artiste qui aurait plus particulièrement que les autres une capacité à restituer, on se trouve à partir, donc là à chaque fois c'est difficile, ça peut peut-être vous paraître abstrait quand je le dis comme ça, mais comme on part jamais des mêmes compétences, ni des mêmes désirs, ni des mêmes groupes, mais ni des mêmes sujets, ni des mêmes territoires, ça va à chaque fois se réinventer dans des formes diverses. Mais si je schématise, on va dire que sur des explorations marché, on va un peu inviter ceux qui ont envie de ramasser des trucs, de les ramasser. Ceux qui ont envie d'écouter plutôt les histoires qui se racontent et qui se rencontrent vont les noter. Ceux qui aiment dessiner vont dessiner. Ceux qui, enfin, chacun va trouver sa manière de collecter ou de saisir ce qui se passe. Et puis, on fait des assemblages. Donc, on aime beaucoup les assemblages. On aime beaucoup les assemblages entre la théorie, la littérature, les différents registres de savoir, et on fait beaucoup de livrets d'accompagnement de marche qui jouent sur l'assemblage de ce qui se passe en vrai dans les situations, dans les enquêtes, et on les mélange avec des textes de littérature, des essais, et là, sur ce que je vous témoigne, qui sont plutôt vraiment là, les dynamiques uniquement, enfin pilotées par les habitants, on se fabrique aussi des assemblages, mais finalement avec nos propres capacités à nous saisir de quelque chose. Et donc, ça fabrique des formes qui sont parfois super originales, puisque, par exemple, ça nous a amené à inventer un tarot. Donc, mais ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas du tout un projet d'artiste de dire, on fait aussi beaucoup des chansons. Donc là, finalement, on se rend compte qu'on réinvente un peu, là, comme les aborigènes. Mais ce n'est pas au départ le projet de dire nous voulons être des aborigènes. C'est juste qu'à un moment, effectivement, une des choses qui permet de raconter des histoires, de se transmettre et de les réactiver facilement ensemble en deux quand on est avec des nouvelles personnes, on s'est rendu compte que c'était d'avoir des chansons. Donc, on fait des chansons qui sont infinies, comme des chansons de gestes. Et elles permettent à la fois de transmettre un certain nombre de choses, de passer un beau moment. Après, on aime bien que ça soit rigolo quand même aussi. Donc voilà, c'est des exemples comme ça. Donc oui, bien sûr qu'il y a plein de... Après, là en ce moment, il y en a un parmi nous qui s'amuse à faire effectivement, pour revenir au signalétique, des sortes de haïkus avec des jeux de mots qu'on laisse comme des petits poussés et on s'amuse à se trouver où on les place. Il y a un côté un peu ludique dans aussi la manière de laisser c'est à la fois de chercher les traces, de les récomposer, que ça redevienne des indices en partie, et puis en autre partie d'avoir des choses qui rassemblent. Donc là, les récits dont je vous parlais, quand vous disiez une écriture en temps réel, c'est quasiment ça, puisqu'effectivement, là, on utilise le numérique, parce qu'on n'a pas de moyens, tout ça se fait, on n'a pas été au bout de la question de l'économie l'autre fois, mais tout à l'heure, mais le nombre de choses dont je vous témoigne qui se fabriquent uniquement par mutualisation des précarités, c'est quand même important. Alors là, le numérique, effectivement, ça nous est utile, et il y a une publication quasi immédiate
d'écriture assez complexe, mosaïque, qui témoignent. Et ça, dans le processus, c'est hyper important. Parce que si vous ne le faites pas, ça j'ai testé au fil des années, si à un moment, parce qu'on n'a pas le temps, parce que pour X raisons, on ne fait pas cette étape, et ben, en fait, le truc, la sédimentation, la transformation en une capacité d'agir, donc là, on en revient à la question politique, elle se perd. Donc, on a fait du loisir. C'était sympa, on fait des choses, mais ça perd la capacité agissante. Et donc, c'est vrai que moi, je tiens beaucoup au travail éditorial parce que j'ai l'impression, concrètement, quoi, par expérience, j'ai l'impression que c'est ça qui fait qu'il y a du processus. Sinon, ça devient des actions qui peuvent être chouettes, mais qui, en fait, ne produisent pas grand-chose, enfin, ne se transforment pas vers autre chose, et donc ça reste des choses anecdotiques. Merci Julie. Je vais donner la parole à Olivier avec la même question, hein, sur ses rendus et sur ses possibilités de garder des traces. Si tu peux en parler, Olivier, ça m'intéresse beaucoup que tu parles des recettes, par exemple, parce que c'est un point super intéressant dans ton travail, dont tu m'as parlé plusieurs fois. Mais bon, tu as peut-être d'autres choses aussi à... Mais oui, l'importance de la recette, mais aussi l'importance de ne pas en avoir de recette. En l'occurrence, produire quelque chose qui aurait fonctionné une fois, tout simplement parce que ça aurait fonctionné une fois. Moi, ce que je vois dans la façon qu'on a de travailler à cette mémoire, et d'abord, effectivement, ça demande beaucoup de temps, du temps que personne ne prend en compte. Personne ne paye à la trace, finalement, hein, et n'accompagne cette trace, et pourtant, c'est essentiel, pas seulement pour nous, mais aussi parce que, en dehors de considérer cette trace, qu'elle soit écrite ou photographique, pour nous, elle est assez souvent photographique. C'est pas tant qu'elle valorise le projet et le parcours fait, c'est que surtout, ça nous permet de constituer un sol. Je le vois vraiment comme l'idée de constituer un humus, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce travail nécessaire, que personne ne prend en compte, et qu'on se doit un peu, comme on se fait autorité, à s'arrêter au bord du chemin pour regarder finalement par où on est passé, en regardant si on a bien fait de passer par là ou pas, et de voir que finalement le trajet le plus intéressant, ce n'était pas la ligne droite. De voir que ça constitue un sol, c'est en fait l'idée d'écrire pour plus tard, quoi. Et de ne pas maîtriser l'écriture dans quelque chose qui serait un format arrêté, parce que d'une certaine façon, cette trace photographique, si elle peut servir d'autres, elle détermine sans le savoir finalement la façon qu'on va avoir peut-être de regarder les projets futurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que les premières questions aujourd'hui auxquelles les abeilles ont répondu en ont généré d'autres qui ne m'appartiennent plus. Certains s'en sont servis pour développer leur propre cause, j'ai envie de dire. C'est très bien, ça fabrique un collectif finalement, hein. Et donc, on met le couvert pour d'autres, et donc on est à la table de l'autre dans ces histoires-là. Et lorsqu'on doit à un moment se rendre compte que finalement l'écriture était évidemment au début, ça l'était pour la création de Zones Sensibles, je peux faire mention d'un projet qui pour le coup prend en compte l'écriture au tout début. C'est la collaboration qu'on a faite avec Coal et le LADIS, le laboratoire de recherche qui prend en compte la question géographique, avec Nathalie Blanc en son sein. Et on a mis en place au tout début de la reprise de la ferme de Saint-Denis un projet de récit-recette. C'est-à-dire que si finalement Zone Sensible, en travaillant sur la biodiversité culturelle d'une ville comme Saint-Denis, mais aussi en travaillant sur la biodiversité culinaire de la ville, de regarder comment ce livre de récits et recettes pouvait permettre si on devait considérer cette ferme d'1 hectare comme une page blanche, comme un espace du coup à nouveau d'hospitalité pour quelque chose qui serait peut-être à l'image de la biodiversité culturelle et culinaire de la ville, et de regarder comment cette ferme pourrait être une ferme des cultures du monde finalement. Et donc comment le pluriel de cette ferme en termes de biodiversité était aussi un pluriel de culture, mais de culture humaine, quoi, de culture vivante, quoi, de culture du voyage aussi peut-être, parce que Saint-Denis est une ville de voyage. Et donc
la façon qu'on a eu de mettre en place ce projet de récit-recette, bah, ça a été une série d'entretiens. C'est-à-dire qu'en gros, comment faire en sorte que cette image cette ferme de biodiversité du monde pouvait tout d'abord, en tout premier lieu, se mettre à l'écoute des diversités du monde qui constituent cette ville et de prendre le temps d'écouter les mémoires de voyage, les mémoires de recettes, les mémoires de savoir-faire, de patrimoine au pluriel, à la fois naturel, culturel, historique, biologique, et de ce patrimoine des voyages qui font à un moment la richesse d'une ville. Et donc, ce livre est en cours. On a, je crois, à peu près d'une épice, à la fois la transmission d'une recette, à la fois le fait qu'il y ait des ingrédients aujourd'hui introuvables à Saint-Denis que l'on pourrait, nous, aujourd'hui, mettre en culture à zone sensible. Et finalement, ça relie pas seulement les imaginaires, mais les vécus, traumatisants ou pas, dans une ville où on a décidé ou pas de vivre, qui s'appelle Saint-Denis, et où, en tout cas, cette ferme pourrait être, d'une certaine façon, un témoignage vivant de ce que sont ces itinérances d'humains qui ont, à un moment, atterri à cet endroit-là. Voilà. Donc, je pense que l'édition de ce livre, ça fait plusieurs mois, même ça va faire finalement 2 ans qu'on y travaille. Ben, c'est pour bientôt, et si ça vous intéresse, je vous donnerai la date d'accouchement. Mais voilà, les récits recettes comme le préalable, et donc une écriture préalable à la reprise d'une ferme finalement. Bien. Alors, je sais pas, il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si Katia, vous avez envie de réagir ou de donner des exemples de publications ou de traces qui auraient pu être réutilisées. Parce que c'est la question de la réutilisabilité, excusez-moi, qui a été posée dans le chat, qui m'intéresse. C'est-à-dire que, je crois que c'est une question dans le chat de Jean-Pierre Girard. Est-ce que finalement, on n'a pas affaire à chaque fois à des choses extrêmement singulières, tellement singulières que c'est peine perdue de croire qu'on va pouvoir transposer, transférer, capitaliser, enfin tous les termes industriels, si je puis dire, ou de l'économie industrielle et notamment capitaliste qui nous viennent en tête. Donc, il n'empêche que même dans une extrême singularité, je pense qu'il y a toujours capacité à éveiller des choses nouvelles. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense que ce n'est pas incompatible. La singularité peut inspirer. Ça ne veut pas dire qu'elle va être copiée, mais la singularité peut inspirer. C'est ça qui me semble intéressant dans ces projets. Alors là, pour le coup, très typique de la recherche artistique, de la recherche culturelle. Donc, je ne sais pas si, Katia, vous avez des exemples en tête de ces questions. Alors, on l'a pas fait pour tous les projets, mais quelques projets ont été à chaque fois accompagnés d'une petite publication qui donne aussi le récit de la commande, hein, c'est le récit du projet. Mais on l'a pas fait pour tous, parce que bon, c'est aussi une question de moyens à un certain moment. Hein, il a fallu... Et une autre chose qu'on a fait, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui est quand même important, il y a eu des films sur les projets nouveaux commanditaires, après que les projets étaient réalisés, avec chaque fois la parole des différents protagonistes. Et je trouve que là, on entend des choses qui sont absolument partageables par d'autres. On fait le récit qui est un récit choral et croisé, avec différents points de vue. Et ça, on ne l'a pas fait tout de suite. On a attendu plusieurs années avant en fait, c'est François Hers qui a pris sa caméra pour aller filmer avec un historien de l'art, Jérôme Poggi, mais on les voit pas à l'écran, mais c'est eux qui se sont saisis de ça. Et je trouve que là, c'est quand même des choses où on a des enseignements tirés de tout ça. Et puis, on a fait aussi, bien évidemment, on a eu la grande chance de pouvoir demander à Estelle Zong. Alors là, c'était plutôt, elle a fait des études sur les nouveaux commanditaires en France et à l'Europe, qui sont elles aussi, mais là, c'est une chercheuse, hein, mais qui permet aussi de resituer ça dans une histoire plus sur la question
de l'art participatif, les changements, les différences sur la question du politique et tout ça. Et ça a été très important pour nous de l'avoir. Et au même titre qu'on a soutenu la parution d'un ouvrage qui s'appelle « Faire art, comment on fait société », sous la direction de Bruno Latour, qui a été notre président de comité culture pendant plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure d'Isabelle Stengers. Isabelle Stengers a fait un texte, c'était de réunir en fait, mais pas uniquement sur les nouveaux commanditaires, bien évidemment, des textes sur cette question de la commande qui permet, voilà, ça donne un parcours. Donc c'est des entrées, c'est plusieurs entrées, quoi. On va essayer de faire ça de façon à plusieurs entrées et aussi le récit de certains projets. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps, il nous reste quelques minutes. Je vois que dans le chat, Virginie Serna a relancé la question de l'économie de ces projets. On va refaire un petit tour des intervenants sur cette question, mais je crois que ce qui est important, je me permets de répondre en synthèse de l'ensemble des intervenants. Je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est de ne pas considérer l'économie du projet isolée. L'économie du projet, et n'ayons pas peur de parler de l'économie du projet, il ne s'agit pas de se draper dans une sorte de pureté artistique, non, non. Il y a toujours des questions économiques qu'il faut absolument considérer et traiter. Elles ne se trouvent pas forcément dans le projet lui-même, mais peut-être dans ce qui va être à côté. Je me réfère souvent à l'expérience Territoire zéro chômeur de longue durée, où finalement, c'est ce qui a permis cette opération de se faire, c'est la mise en évidence des externalités positives, c'est-à-dire non pas l'argent que coûte, ce que coûte la prise en charge à 100% en CDI d'une personne en chômage de longue durée, mais ce qu'elle permet d'économiser ou bien de produire comme richesse sur le territoire, à côté. Alors, ça peut être des dépenses de santé moins importantes, ça peut être un bien-être alimentaire plus important, ça peut être un bien-être environnemental plus important, ça peut être une qualité de travail plus importante. Tout ça, ça n'est pas du tout impossible de le chiffrer. C'est un travail que nous menons à l'IRI, d'ailleurs, avec Clément Morla, notre économiste, et notamment avec la méthode de comptabilité CARE, qui vise précisément à valoriser et à préserver la valeur, ce qu'on appelle le capital naturel et le capital humain, ou le capital du savoir pour nous. Ça, c'est un exercice qui est difficile, souvent très singulier, mais qui est très important. Et d'autre part, pour répondre à la question sur l'économie des projets, ce qui me semble très intéressant, c'est ce que Julie a dit sur le partage des vulnérabilités ou des précarités, hein, c'est son terme. Alors, on est plutôt dans l'économie du partage à ce niveau-là. Hein, et attention, l'économie contributive, ça n'est pas l'économie du partage, mais l'économie du partage, c'est-à-dire le partage de moyens, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient matériels. Hein, je te prête un outil et tu me prêtes ou tu me permets je sais pas, de faire un cours de guitare. Donc ça, c'est l'économie du partage. Ça, c'est très intéressant dans tous les projets, dans l'économie de ces projets. Je pense que c'est actif quelque part un peu dans ce que Julie a présenté. Mais il y a aussi des modalités, alors, comme celle de la recherche contributive que j'ai décrite. Alors là, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit dans Culture et recherche sur recherche culturelle participative, qui a déjà été cité par Alexandra en introduction. Elle vous rappellera l'adresse où on peut télécharger, où on peut lire cette édition du numéro publié par le ministère de la Culture. Dans cet article, j'essaye de montrer comment une économie contributive, c'est-à-dire une économie qui soutient les participants à ces projets, a une condition, c'est qu'ils y trouvent un intérêt pour
pour valoriser les savoirs qu'ils développent dans ces projets de recherche participative, qu'ils y trouvent un intérêt pour les valoriser dans l'activité économique. C'est-à-dire cette articulation que l'intermittent peut avoir, dans certains cas, entre le temps de capacitation où il est soutenu par l'indemnité des intermittents du spectacle, mais qui est conditionné par une valorisation de son savoir dans l'emploi à hauteur de 507 heures par an. Bon, c'est extrêmement normé. Il ne s'agit pas d'être dans ces normalisations-là, dans ces projets de recherche participative culturelle, mais de trouver des formes où la personne y trouve aussi un intérêt. C'est-à-dire que la participation à ces projets-là, d'abord, on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on aime voilà, on aime être avec les autres et on aime se projeter et développer et s'investir, au sens économique du terme, s'investir dans ces projets. Mais on sait aussi que c'est finalement là où on s'investit, là où on exprime le mieux son désir, qu'on sera aussi le plus intéressant dans le monde économique. Finalement, les employeurs ne sont pas du tout innocents là-dessus. Moi, je viens du monde du logiciel libre, parce que j'ai dirigé un laboratoire de développement de logiciels libres musical à l'IRCAM, que connaît bien Peter. Et à l'IRCAM, nous avions toujours comme politique d'avoir des développeurs de logiciels libres, parce que dans leur activité de logiciel libre, désintéressés, hors emploi, ils développaient des savoir-faire extrêmement précieux pour les employeurs du secteur informatique, qui les recherchent avec beaucoup d'intérêt. Donc vous voyez, je donne juste cet exemple, parce que dans le logiciel libre, on a à la fois production de communs à travers le logiciel libre, développement de savoir autonome, pour prendre le terme de Antonella Corsani, autonome, mais articulé à une valorisation hétéronome, pour reprendre le terme d'Antonella Corsani, dans l'emploi et avec des employeurs qui sont intéressés à jouer ce jeu-là. Donc pour moi, le projet de recherche participative, y compris culturelle, qui réussit sur le plan social et économique, c'est celui qui va permettre à l'habitant qui est venu chez Olivier Darnay développer sa recette de cuisine, de monter à un moment un restaurant ou une cantine ou un service de restauration ou de cuisine. Voilà. Vous voyez, je réponds un peu longuement, excusez-moi, parce que je suis plutôt sur cette question-là à l'IRI, mais voilà, c'est pour répondre sur la question de l'économie. Et donc, je ne sais pas si on a le temps, Alexandra, de reposer cette question économique à nos intervenants. J'ai peur qu'on dépasse le temps, à moins qu'un de vous trois ait vraiment impérativement une contribution sur ce point. Mais sinon, voilà, il est temps maintenant que nous passions à une conclusion de la part de Peter et Barbara, puisqu'on est même, je crois, en retard de quelques minutes. Voilà.